Rebonjour à tout le monde et donc je propose qu'on commence parce que donc le principe de l'émission c'est quand même 45 minutes avec Michel et on va essayer de garder l'horaire et les 45 minutes. Donc d'abord je voudrais vous remercier à tous les participants de vous être connectés aujourd'hui et puis évidemment je voudrais remercier Michel de MACT qui est le premier invité de nos 45 minutes et qui a décidé de se prêter au jeu parce que comme je vous le rappelle on voulait faire un événement out of the box et voilà, qui soit un peu hors des sentiers battus. Donc aujourd'hui avec Michel, eh bien, on va parler du nucléaire et évidemment, aujourd'hui vous avez certainement entendu les nouvelles, ça coïncide avec malheureusement la catastrophe, le 35e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl et vous avez certainement entendu la ministre de l'énergie qui s'est exprimée peut-être ce matin sur la RTBF. Alors, pour vous guider à travers ces 45 minutes, vous avez la voix. Et la voix, c'est Xavier Jeunejean de la Société Au Chef qui va vous guider tout au long de ces 45 minutes. Donc, je laisse la parole à Xavier. Merci Amélie, merci Michel. Bonjour à tous et toutes. Alors, est-ce que tout le monde a un smartphone à proximité puisque ça va être une partie du jeu d'aujourd'hui. Donc, le principe aujourd'hui, c'est Nucléo Michel. Donc, Michel, vous le voyez face à nous. On parle du nucléaire, Nucléo Michel. Donc, vous allez vous connecter à Kahoot et vous allez pouvoir suivre Michel. Donc, on va d'abord commencer par une première série d'images que Michel ne connaît pas et qu'il va devoir commenter. Là, de votre côté, vous n'avez rien à faire. Ensuite, on va avoir quelques questions sur la vie privée de Michel. Parce que Michel, on pourrait lui demander de se présenter, mais je suis à peu près sûr que si vous tapez sur Internet, vous trouverez plein d'informations. Donc, on va essayer de le faire un peu de manière décalée. C'est ce qui va se passer. Donc, des questions sur la vie de Michel. Si vous avez Internet à côté de vous, vous essayez de trouver les réponses rapidement, mais vous n'avez que 20 secondes pour les trouver. Le meilleur pourra lui poser une question indiscrète. D'abord, sur sa vie privée. Alors, évidemment, vous pouvez lui demander où est-ce qu'il a fait crac-crac de manière plus insolite. C'est une question autorisée. Pas avec qui et dans quelle position. Ça, c'est un petit peu trop, trop non insolite, on va dire. Ensuite, on va passer au nucléaire. Donc là, Michel a 6 questions. Là, il a pu un tout petit peu les préparer quand même. Et donc, il a 2 minutes pour vous en parler. Là, vous pourrez voter, toujours via Kahoot, pour dire est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ou pas du tout, et est-ce qu'il doit aller dans une autre couleur politique, par exemple. Et puis, dernière étape, avant-dernière étape plutôt, on va vous poser des questions sur le nucléaire. Et de nouveau, vous aurez l'occasion de lui poser une question complémentaire que là, fatalement, il n'a pas préparée. Dernière étape, vous pouvez nous dire si on a été mauvais, bon, et s'il est bien habillé, mal habillé. Enfin, vous aurez quelques petites questions de ce style-là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK. Alors, première chose... Alors, je vais juste quand même préciser peut-être une chose, c'est que moi, je vois tout le monde sur l'écran. Donc, je vous vois tous, ce qui est assez agréable. Donc, comme ça, vous savez ce que moi, je vois, puisque moi, je sais que vous me voyez. Donc, voilà, on est à égalité. Le level playing field est à égalité. Voilà, juste pour une petite précision, aujourd'hui, le tu est de rigueur. Donc, Michel vous tutoie. Ah, OK. C'est le principe. Alors, pour jouer, vous allez vous connecter à Kahoot. Donc, normalement, sur votre écran de Zoom, vous voyez maintenant Kahoot et vous avez, donc, en faisant kahoot.it, vous y introduisez le code PIN 346 16 20 et vous allez vous connecter. Donc, on voit qu'il y a déjà Tiange qui s'est connecté. On voit Doul qui s'est connecté. Des gens plus classiques, Jean-Marc, Fab. Philippe. Fessenheim n'est pas là, non? Tchernobyl. À Tchernobyl, alors je vais signaler que dans mon ancienne vie de reporter, je suis allé à Tchernobyl en fait. J'ai fait des reportages dans toutes les zones contaminées autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl et c'était particulièrement impressionnant évidemment. Parce qu'il y avait encore 2-3 personnes qui illégalement s'accrochaient à leur ferme dans ces zones totalement interdites et continuaient à y vivre. Donc voilà, c'est une parenthèse. Tes enfants sont nés avant ou après? Pardon? Tes enfants sont nés avant ou après? Mais j'ai l'air d'être un grand-père déjà ou non. Papa. Alors mes enfants sont nés après, bien entendu. Après, bien entendu. Ouais. Ils ont juste 2 bras comme normalement? Ils
ils sont en parfaite santé, je vous rassure. C'est vrai mais j'avais pris des précautions comme ça. On avait un compteur Geiger et on n'allait pas dans les zones où c'était trop contaminant. Donc voilà. Je vous propose de commencer. Alors, on va commencer. Voilà, ici on a un Pecha Kucha. Donc le principe, il y a 6 images. Michel ne les connaît pas. J'ai un chronomètre et au bout de 30 secondes, on change d'image. Prêt, Michel? Quand vous voulez. T'en dis quoi? Ah ben oui, ben ça c'était avec mon équipe lorsqu'on a décidé de faire ce qu'on a appelé le Earth Challenge. Donc c'était en fait une grande expédition qui reliait l'Australie à la Belgique en ultra léger motorisé, en ULM. Et l'idée c'était de conscientiser le plus grand nombre en réalité aux premiers effets du réchauffement climatique. Donc nous avons traversé une trentaine de pays, en fait, survolé une trentaine de pays. J'ai été rencontrer les gens du WWF dans chacun des pays et nous avons pu en faire un film et un livre qui était préfacé par l'académicien français Éric Orsena. Voilà. Alors, la suivante, t'en dis quoi, Michel? Ah, Bruxelles Midi. Et ben là, c'est la gare dans laquelle je vais en général pour prendre mon train quand je vais à Paris. Voilà, c'est une gare que je fréquente relativement fréquemment, je dois bien le dire, même pour aller prendre un avion à Paris, parce que souvent quand j'ai voyagé, vous devez savoir que j'ai beaucoup voyagé, eh bien je suis allé souvent par Paris pour prendre des vols, et donc c'est le train que je prends. Mais celui-ci, je vois que c'est un train couchette. Alors je me dis que de plus en plus de gens vont même au ski en train couchette, et c'est peut-être un train que j'emprunterai un jour pour aller au ski en train, mais je ne l'ai jamais fait. Et alors, de celle-là, t'en dis quoi? Oula, alors là, je dis quoi de ça? Est-ce que c'est pas mon... Ah, mais c'est mon collège? Oh mon Dieu, je l'avais plus vu et pas sous ce tac-là depuis tellement longtemps. Alors là, c'est là que j'ai fait mes humanités. C'est le collège Saint-Boniface-Parnasse à Ixelles. Et ben, j'en garde d'excellents souvenirs en réalité. Alors pour la petite histoire, je rêvais d'être dessinateur de bande dessinée en réalité. Et vous devez savoir que Hergé et Franquin, qui sont deux très grands maîtres de la BD, ont étudié à Saint-Boniface comme moi. Ben, il se fait que j'ai pas fait comme eux, malheureusement. Et de celle-là? Ah, Pékin Express. Alors là, on est sur l'île de Sulawesi. Ben, j'avais eu le plaisir et le bonheur de présenter l'émission belge, la version belge de l'émission Pékin Express à Sulawesi à l'époque. Et c'était vraiment des paysages incroyables. Hein. J'ai beaucoup voyagé en Indonésie, j'ai survolé l'Indonésie en ULM à l'époque aussi. Mais là, une petite anecdote, vous devez savoir qu'on ne voit pas l'envers du décor à la télévision, mais j'étais tombé malade sur le tournage. J'avais une bactérie qui m'avait carrément mis très très mal, à ce point qu'après le tournage, j'ai dû être hospitalisé dans un hôpital très glauque. Mais voilà. Ici. Ah oui, ça c'est une photo, mon Dieu, vous avez retrouvé des vieilles photos sur mais c'est peut-être sur mon site ou quoi. Alors ça c'est une photo qui est prise dans un hélicoptère de la KFOR au Kosovo, durant la guerre au Kosovo, puisque j'ai été grand reporter à l'époque pendant 3 mois durant ces événements, et j'étais à la fois en Albanie, au Kosovo, en Serbie ou en Macédoine, et donc on se baladait beaucoup en hélicoptère à l'époque. Allez, la dernière, t'en dis quoi? Ah, l'étiquette caisse. Écoutez, ça me paraît juste être un bon sens en réalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez faire vos courses, vous recevez des tickets de caisse, mais kilométriques, dont on ne fait en général pas grand-chose. Et mon idée, c'est en réalité, il n'y a plus de son. Mon idée, en réalité, c'est de vous permettre de choisir, en réalité, si vous voulez l'imprimer ou pas. Si vous voulez l'imprimer, rien ne change, rassurez-vous, parce que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui veulent garder leur ticket de caisse. Mais si vous ne voulez pas l'imprimer, parce que vous avez par exemple un seul bac de Jupiler et connaissez le prix, eh bien, vous ne l'imprimez pas et vous faites une contribution à l'environnement. Je peux vous dire que les chiffres de la pollution des tickets de caisse dans le monde sont hallucinants. Ah, c'est fini, Michel. Voilà. On va passer aux indiscrétions. Donc, le principe des indiscrétions, c'est qu'on va vous poser 3 questions à vous, public, sur la vie de Michel. Vous y répondez correctement. Plus vous répondez vite, plus vous avez des points. Évidemment, il ne faut pas répondre vite et à côté, parce que sinon, vous n'avez pas de points. Donc, ensuite, celui qui a gagné au bout de 3 questions, qui a le plus de points, peut poser une question indiscrète à Michel. Attention, l'indiscrétion ayant quelques limites. Vous êtes prêts? Donc, le principe, c'est que vous allez répondre via Kahoot. Donc, via Kahoot, vous allez voir en dessous, il y a 4 couleurs. En dessous de la question, rouge, bleu, vert. Attention, j'ai pas toujours mis le bleu comme bonne réponse, hein, même si ça peut vous paraître logique. Et vous avez en plus, pour les daltoniens, une petite forme. Donc, vous regardez sur votre écran les questions et vous répondez via Kahoot. Michel peut commenter à tout moment. Ah bon. Allons-y. C'est parti. Où Michel a-t-il fait ses études supérieures? Alors, à l'ICHEC, c'est rouge. À l'EFEC, c'est bleu. À l'HIECS, c'est jaune.
Et à l'école de la vie. Alors, plus exactement, c'est IHECS, mais je ne vous donne pas la réponse, hein, parce que mais je connais toutes les écoles qui sont présentées. C'est l'ICHEC, l'EFEC, l'IEX et l'école de la vie. Voilà. Alors, après, à vous de choisir maintenant. Ah ben voilà, visiblement les gens soit n'ont pas Internet et ne savent pas super bien s'en servir, soit ils ont encore besoin de te connaître, hein, donc c'est pas mal. Donc 3 personnes ont répondu correctement, puisque c'était là… C'était à l'IEX, à l'Institut des hautes études de communication sociale, et pour être précis, je suis parti aussi 1 an à l'Institut universitaire de technologie de Bordeaux en France, dans ce cadre-là, en Erasmus, pour faire mes études de journalisme, tout simplement. Voilà. Alors, Jean-Marc est en tête avec 866 points devant Colibri et Jessica. Ensuite, on a Tiange, Doul qui ont… Comment est-ce que Jean-Marc a fait pour avoir 866 points en une question? Alors, c'est 1000 points par question. D'accord. Et plus vite tu réponds… Ok. Ah, bien vu, Jean-Marc. C'est parti pour la suivante. Le matin, Michel boit du café, un jus de pomme, du thé ou alors 4 Red Bull pour être sûr d'être bien en forme. Question sans vodka. Hein, challengeante. Hein. Ah, ça, on ne dit pas. On dit 4 Red Bull et on ne dit pas s'il y a quelque chose en additif. Donc, c'est au choix. Alors, il y a 3 personnes qui te connaissent bien ou qui ont voté parce qu'ils ont la bonne… Voilà, j'allais le dire. Il y a quelque chose d'intuitif et de virtuel et de surnaturel parce que le bleu et le jus de pomme, tout à coup, ça donnait un… Mais c'est vrai, je bois en général un jus de pomme et la plupart du temps, je vais vous le dire, je bois de l'eau le matin. Donc, c'est essentiellement de l'eau plate, en fait. Et donc, est-ce que Jean-Marc garde sa première place? Non. Barbe, je suppose que c'est Barbara qui est en tête maintenant et qui a dépassé Jean-Marc. Attention pour la dernière question. Pendant son temps libre, Michel s'envoie en l'air, fait du motocross, joue au poker, peut-être qu'il perd, peut-être qu'il gagne, ou promène ses chiens. Ça, j'ai presque envie de vous le dire, mais je ne peux pas. Parce que c'est un jeu qu'on va voir qui est le plus perspicace dans l'histoire. Alors, s'envoyer en l'air, Michel, tu peux peut-être préciser, parce que c'est la bonne réponse. Alors, j'ai jamais fait de motocross. Bon, voilà, je ne joue jamais aux cartes, ni au poker. Je n'ai pas de chien, même si j'ai grandi avec des chiens et que j'aime beaucoup les chiens. Mais en effet, s'envoie en l'air, j'imagine que c'est un peu pernicieux, mais c'est exact, hein, je m'envoie beaucoup en l'air. Essentiellement, vous l'avez compris, parfois en ULM, en ultra léger motorisé, mais aussi en parachute, puisque je suis parachutiste. Et donc, de temps en temps, pour m'aérer l'esprit, bien, je vais sur une drop zone, comme on dit, à Spa ou ailleurs, pour faire quelques sauts et pour pouvoir m'envoyer en l'air. Et puis alors, je m'envoie comme vous tous, bien entendu, en l'air aussi, avec beaucoup de plaisir, mais ça, c'est une autre histoire et ça ne nous regarde pas. Alors, est-ce qu'il y a un gagnant? À la 3e place, on a Jean-Marc. Il était pourtant en tête, hein, à un moment donné. Barbe aussi était en tête. Qui est en première place? Adrien. Adrien. Alors… Donc, bravo Adrien. Je ne vois pas sur mon écran Adrien. Il est bien informé en tout cas, visiblement. Et ce serait sur la question Michel s'envoie en l'air qu'il aurait gagné? En tout cas, il a répondu à 2 questions sur 3. Ok. Ah, Adrien me dit qu'il n'a pas activé son micro. Écoute Adrien, je propose que tu fasses ta question via le chat. C'est là qu'Adrien va me poser une question indiscrète, voilà, tout à fait. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Ok, oula. Après, Michel va me s'envoyer en l'air, je crains le pire. Alors, Adrien? Alors, j'ai vision sur le chat devant mon écran. Combien avez-vous d'enfants? Ça, c'est pas très indiscret, mais alors d'abord, j'en ai 3 et il paraît, mais je confirme que ce sont les 3 plus beaux du monde. Donc voilà, alors j'ai Victor et Emma qui sont jumeaux, qui sont nés déjà en 2001, donc ils vont avoir 20 ans le 30 juin prochain. Et puis j'ai une petite Juliette. Petite Juliette, voilà, elle a déjà 17 ans quand même, donc elle est plus si petite, d'autant qu'elle est grande en taille, mais ils sont vraiment
merveilleux, j'en suis très très fier. C'est probablement ce dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est de mes 3 enfants et de l'évolution qu'ils connaissent. Mes 2 aînés sont à l'université maintenant, l'un en ingénieur civil, l'autre en ingénieur de gestion. Et la troisième, je vous l'ai dit, en humanité, au collège Saint-Hubert, à Moitermal-Boisfort. Et donc voilà, ce sont mes 3 trésors. Pas à Saint-Boniface alors? Ah non, non, je leur avais proposé d'aller à Saint-Boniface et puis on avait été visiter Saint-Hubert et c'est vrai que le cadre de Saint-Hubert est tellement beau, c'est en lisière de forêt de Soignes, tellement beau et bon, ils ont choisi. Moi, je laisse le choix. Je suis libéral, hein, donc je laisse toujours le choix, c'est super important. Alors, 3 questions supplémentaires en indiscrétion. Donc ici, c'est de nouveau Nucléo Michel, partie 2. Vous allez de nouveau devoir répondre. Attention, 3, 2, 1, 0. Ah, donc, on envoie la question. Avant de faire ses études de journaliste, Michel a fait le tour du monde, service militaire, s'est marié ou a fait 2 ans de droit. Moi, je croyais que c'était un débat sur le nucléaire, mais je n'ai pas bien compris ça. Après le nucléaire, Mathieu, après le nucléaire. On s'amuse et puis on est sérieux. Enfin voilà, on fait un peu les deux, Mathieu, aujourd'hui. Et donc, il y a une façon, si j'ai bien compris, le concept de mieux connaître la personne qui est en face de vous en ce moment, et puis ensuite de parler des choses sérieuses, et en l'occurrence le nucléaire aujourd'hui. Allez, la majorité pense que quand même tu as fait un peu t'as fait quand même un peu d'études avant ton service militaire. Alors c'est exact. J'ai en effet je n'ai pas fait mon service militaire. J'ai été dispensé pour service de frère parce que c'était vraiment le moment où le service militaire allait se terminer, ce qui est peut-être un peu dommage quand je vois un peu l'évolution, mais peu importe. Et donc en effet, c'est la bonne réponse. J'ai fait 2 ans de droit parce que dans un premier temps, beaucoup autour de moi trouvaient que je parlais beaucoup et que j'aimais défendre la veuve et l'orphelin et me prédestiner à cette carrière d'avocat. Mais finalement, j'ai préféré bifurquer vers la communication, où on parle aussi beaucoup et on défend aussi parfois la veuve et l'orphelin. Et donc voilà, c'est un petit peu kiff-kiff finalement, et j'en ai un très bon souvenir en réalité. Question suivante. D'abord le podium, pardon. Colibri en tête, Barbe, on l'a déjà vu, et Andic. Donc voilà, bienvenue à vous 3. Question suivante. Michel mesure. Alors, est-ce qu'il est grand, petit? Alors, 170 cm, 120 cm, mais alors les bras levés. 197 cm ou 186 cm? Est-ce que je dois lever les bras ou ça va? Ah, écoutez, là, je vois que la réponse indiquée par 3 personnes, c'est 197 cm. Et en réalité, je me dois d'être honnête, il y a aucune des bonnes réponses dans les propositions. Je mesure en fait juste 1m90, donc 190 cm. Mais bon, voilà, quelques-uns d'entre vous m'ont grandi. Merci beaucoup. J'espère que j'en sors grandi aussi autrement, alors que je n'ai strictement rien fait et que je ne le mérite pas. Mais donc, la vraie réponse, c'est 190 cm. Et donc, je dirais que ceux qui ont répondu à 186 cm sont plus près de la vérité, du coup, à 4 cm. Malheureusement, on ne sait pas refaire les résultats. Nous, on a reçu cette information-là. Voilà. Bon, désolé, mais donc... Ils ont peut-être calculé les talons. Ah, mais on avait calculé avec ses bottes à la Gay Pride, c'est ça, à mon avis. Donc, Barbe est du coup en tête, mais voilà, elle pourra poser une question indiscrète. Mais on a quand même rajouté ici une petite question supplémentaire. Un petit vrai ou faux d'abord. Michel a fait plus de 150 sauts en parachute. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ben voilà, c'est vrai, et c'est somme toute assez logique puisque je vous expliquais que je pratiquais ce sport. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que j'aime vraiment bien ce sport qui me vide complètement l'esprit et qui a aussi une grande nécessité de self-control, puisqu'il faut vraiment, pour aller chercher d'autres personnes dans le ciel, utiliser toutes les parties de son corps, mais surtout mentales, pour pouvoir ne pas faire de bêtises, hein, puisque tout ça se joue au quart de seconde et qu'on descend quand même à une vitesse projet de 200 km/h dans le vide. Et donc voilà, oui, c'est vrai. Et je précise quand même, hein, puisqu'on est entre nous, que je fais du parachute, mais que j'ai une aversion profonde pour les parachutes dorés. Donc ça, c'est clair.
Ah, elle prend la tête, hein. Ou Barbe, c'est peut-être pas Barbara, hein, c'est peut-être Barbe Rouge. Non, non, Mais elle prend la il y tête. a Barbara en tout cas dans les images. J'ai reconnu Barbara tout à l'heure. Ok, ah, ben voilà, on va voir si Donc, elle je va pouvoir suppose que poser c'est sa elle. question. Alors, vous m'entendez? Attends, pas encore. Il y a encore une dernière question. Michel est né, et il y a une seule bonne réponse, évidemment. Il est né avant l'électricité, ou avant la télé, ou avant le nucléaire, ou avant Internet. Sachant que s'il était né avant l'électricité, c'est avant l'électricité, mais aussi avant Internet. Mais la bonne réponse reste avant l'électricité. Je sens que certaines réponses risquent de me faire mal. Mais bon, c'est la vie. Hein. Oh, ça va, avant Internet, ça va. La majorité, c'est avant Internet. Oui, c'est exact. Je suis né avant Internet. On est bien d'accord là-dessus. Pas avant l'électricité, heureusement. En tout cas, ou alors ce serait que je serais vraiment une bonne forme physique et que je me tiens en bon état de conservation. Mais avant Internet, c'est la bonne réponse. Ah ben voilà, mais avant le nucléaire est la bonne réponse. Pardon? Avant le nucléaire est la bonne réponse. Ah, ça dépend. Avant le nucléaire ou en Belgique ou... En Belgique. Oui, avant le nucléaire. On est bien d'accord parce que le nucléaire en Belgique date de 1975 et que je suis né en 1969. Donc, ils t'ont rajeuni. Ça veut dire, est-ce que tu as un petit conseil beauté à donner aux gens qui sont de l'autre côté? Mais la beauté étant avant tout intérieure, soyez vous-même, tout simplement. Allez, qui est gagnant sur le podium? Colibri 3e. Barbe 2e, elle a été dépassée par... Est-ce que c'est pas Nouveau Adrien non? Jean-Marc. Jean-Marc qui a gagné. Et qui est Jean-Marc? Je ne le vois pas sur mon écran. J'aimerais bien voir Jean-Marc. Bon, en tout cas, bravo Jean-Marc, je ne vous vois pas ou je ne te vois pas. Est-ce que c'est Monsieur Gobert? Non, non. Jean-Jacques, non. Je ne vois toujours pas Jean-Marc. Qui est Jean-Marc? Qui es-tu, Jean-Marc? Parle-nous. Marie d'Isabelle. Le mari d'Isabelle. Salut Jean-Marc. Salut. Ben bravo, hein, Laurent. Merci. Je peux poser ma question ou... Vas-y, Jean-Marc. Bon, elle est peut-être assez classique. Ton souvenir le plus gênant quand tu étais à RTL? Oula, le souvenir. Oh, j'ai un souvenir qui était gênant, mais qui est devenu gênant en réalité. Un jour, bon, vous devez savoir que je suis très blagueur en réalité. Et un jour, j'ai fait croire au régisseur de plateau pendant un journal télévisé, en prenant un petit gobelet d'eau comme ceci et en mettant quelques gouttes sur mon pupitre, qu'il pleuvait en studio. Or, nous étions au -2 et c'était pas possible. Et l'après-midi, bien les services généraux de RTL ont démonté tout le plafond du studio, tous les éclairages. Ça a pris 3 heures. On cherchait la fuite, ne l'ont jamais trouvée. Ça m'a valu un mail assez corsé. Et bon, voilà, c'était somme toute une blague qui était devenue gênante, mais je l'ai assumé pleinement en réalité parce que l'humour c'est important et surtout que j'avais dit au régisseur en fin de journal que c'était une blague, mais qui n'avait pas osé répercuter le fait que c'était une blague et que finalement la chaîne de décision avait déjà pris la décision de convoquer le propriétaire du bâtiment, de démonter tout le studio et de ne jamais trouver la fuite qui n'existait évidemment pas. Allez, on va parler du nucléaire maintenant. Les choses sérieuses. Les choses sérieuses. Il y a aussi Donc, des fuites on reste dans le nucléaire. Hein. Mais en on l'occurrence, reste plus des toujours bien. fissures. On reste toujours bien sur Kahoot. Le principe, attention, c'est que ici, Michel va voir des images. Vous allez avoir sur votre smartphone la possibilité de voter. Vous pouvez voter rouge si vous ne le trouvez pas convaincant. Rouge, c'est le plus mauvais, donc c'est pas convaincant et vous n'êtes pas d'accord. Et bleu, c'est évidemment le meilleur, c'est il est convaincant et vous êtes d'accord. Et puis vous avez encore 2 questions alternatives. C'est parti, il a 2 minutes pour vous convaincre sur la question et vous avez aussi fatalement 2 minutes pour juger sa réponse. C'est parti? Michel, la sortie du nucléaire, c'est un rêve d'écolo ou une réalité? Un rêve ou une réalité? Alors, c'est le rêve depuis de nombreuses générations de beaucoup d'écolos. Hein. Je pense que vous savez que cet autocollant jaune et rouge, nucléaire, non merci, on l'a tous vu à un moment donné. Mais ce sera un rêve
ou une réalité uniquement si le rêve ne devient pas le cauchemar des autres. En réalité, c'est tout l'enjeu. D'abord, peut-être rappeler deux faits, tout simplement. C'est que la loi de sortie du nucléaire date déjà du 31 janvier 2003, que cette loi a évidemment évolué et prévoit désormais la fin de la production d'électricité par le nucléaire en Belgique en 2025. Ça, c'est un fait. Et un autre fait d'ailleurs qui est sidérant, c'est que l'adoption de cette loi n'a pas été suivie pendant des années. Rien n'a été fait pour élaborer en réalité un plan de sortie. C'est quand même un peu surprenant. Et puis, comme si vous prévoyez, en fait, je fais l'analogie, c'est comme si vous prévoyez à un moment donné, en 2003, de refaire votre toiture de maison parce qu'elle sera obsolète à ce moment-là, que vous ne faites rien pendant les années qui suivent et qu'elle doit être changée en 2025 et qu'arrive à l'échéance, vous vous rendez compte qu'il n'est plus dans votre maison et que vous n'avez rien fait. Bon, bref, il a fallu attendre, et ça je le précise, on est des libéraux, le gouvernement de Charles Michel pour s'y atteler vraiment avec la loi sur le CRM, on en reparlera, et le fait qu'à ce moment-là, sous ce gouvernement, de nombreuses éoliennes offshore ont été développées et on était d'ailleurs troisième au monde à ce moment-là, on est devenu quatrième maintenant sur le développement de l'éolien offshore et donc on peut dire que les libéraux ont vraiment participé activement à la solution, mais bon voilà, aujourd'hui l'autre fait que j'ai envie de mettre en exergue après le fait que la loi date de 2003, c'est que l'accord de gouvernement Vivaldi, qui est l'actuel gouvernement, prévoit toujours cette sortie, mais avec une précaution bien entendu, c'est que la précaution, je l'ai sur mon smartphone, je vais vous la dire, hein, c'est que fin novembre 2021, un rapport complet sur les projets sélectionnés au terme de l'enchère seront soumis au gouvernement. Si le monitoring montre qu'il y a un problème inattendu de sécurité d'approvisionnement, le gouvernement prendra des mesures adéquates, comme l'ajustement du calendrier légal pour une capacité pouvant aller jusqu'à 2 gigawatts. 2 gigawatts, c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 réacteurs, de la production d'électricité de 2 réacteurs nucléaires en réalité. Donc, à l'heure où on parle, il est prévu que la Belgique sorte bien du nucléaire dans un peu plus de 3 ans et demi. Si c'est pas possible, des unités devront immanquablement, c'est juste du pragmatisme, être prolongées. Est-ce que la sortie est-elle mon rêve à moi? Bien, je vous dirais que si elle pouvait permettre d'avoir une énergie plus propre pour l'environnement, mais moins chère pour le citoyen, oui, ce serait mon rêve. Mais je vais vous dire qu'en campagne électorale et dans mon passé aussi, leur challenge, je vous l'évoquais, je me suis battu pour combattre le réchauffement climatique et donc pour ne pas avoir trop d'émissions carbone. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la sortie du nucléaire, si on remplace ça par des centrales au gaz, va donner plus de rejet carbone. Donc, je trouve ça un peu gros de la part des colos dans un moment de mobiliser toute la jeunesse, les grands-parents pour aller marcher pour le climat et derrière, de ne pas être conséquent par rapport à cela. Il y a une forme de paradoxe en réalité. Et donc, non, je ne suis pas un aficionado du nucléaire. Je suis évidemment pour la sortie si on peut le faire dans le contexte que je vous ai donné. Mais en tout cas, si ça coûte plus cher aux ménages et qu'en plus, on rejette plus de carbone dans l'atmosphère, je trouve que c'est un peu vain. Michel, on t'a laissé cette fois-ci un peu plus, parce que c'est la première, mais la prochaine fois, on te coupe. Donc ici, par contre, les gens n'ont pas pris le temps, effectivement, de voter. Donc il y a eu 3 réponses. Globalement, ils sont d'accord et convaincants. Bon. On passe à la suivante. Vous avez moyen d'avoir moins. Donc de nouveau, vous votez via le caout. Michel, pour sortir, on fait quoi? Pour sortir du nucléaire. Ouais, pour sortir du nucléaire, ben c'est évidemment là tout le problème et c'est précisément en réalité pour cela qu'un mécanisme de sécurité existe. D'abord pour bien cerner le contexte de cette future sortie. Quelle est la situation aujourd'hui? Actuellement, dans ce qu'on appelle le mixte énergétique, 48% de notre électricité est produite par le nucléaire. Ça, c'est un chiffre actuel. Cette baisse, ça a baissé d'année en année en réalité, puisqu'en 1990, on était aux alentours de 60%, en 2010, de 50%. Mais il faudra évidemment une capacité énorme pour remplacer et pour compenser cette sortie. Le reste, pour information de notre électricité, vient à 30% des énergies fossiles, hein, le charbon, le pétrole, le gaz, à 20% du renouvelable, qui sont les nouvelles énergies. Bon, il y a l'hydraulique, il y a le solaire, il y a le solaire, l'éolien, qu'il soit onshore ou offshore, donc sur terre ou en mer. Il y a la biomasse, il y a les déchets. Mais ces chiffres sont insuffisants, mais ils sont aussi en augmentation. Ça, c'est la situation. Maintenant, les prévisions. La dernière étude d'Elia dit que la Belgique, en fait, sera confrontée à des problèmes d'approvisionnement dans le futur et
vous devez savoir que d'abord, il y aura l'arrêt de 2 centrales à fissure, les fameuses centrales qu'on a appelées les centrales à fissure. Donc, en octobre 2022, c'est l'arrêt de Doel 3. En février 2023, c'est l'arrêt de Tihange 2. Et donc, on sera à ce moment-là privé de 2 gigawatts, donc l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. C'est quand même un tiers du parc nucléaire actuel. Et donc, le risque à ce moment-là, c'est qu'il y ait des tensions extrêmes sur le marché lors des pics de consommation qui, en général, ont lieu en hiver, le matin ou le soir, là où on consomme le plus d'électricité. Donc, il faudra une capacité de remplacement suffisante pour faire face à ces pics. Et la sortie pose donc ce double problème en réalité. C'est la difficulté technique de créer les nouvelles capacités, donc de construire par exemple des centrales au gaz ou autres. Ça prend du temps et le laps de temps est très court. Et l'autre, c'est l'aspect financier évidemment de cette sortie, qui est un autre écueil. Est-ce que j'ai été dans le temps, Xavier? Nickel cette fois-ci, même très bien. Et nous avons 7 réponses bleues, donc tout le monde est plutôt d'accord avec toi et te trouve convaincant, donc c'est pas mal. Et on a effectivement une personne qui est d'accord, mais qui t'a trouvé moins convaincant. D'accord. Question suivante. Avec quel mécanisme financier sortons-nous du nucléaire? Ah, ben ça c'est bon, ça, évidemment c'est un défi de taille, hein, je vous le disais. Notre pays a choisi en réalité de se fonder sur un mécanisme qui existe ailleurs en Europe. Hein. Il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, la France qui l'utilise, la Grèce, la Pologne, le Royaume-Uni qui n'est plus maintenant dans l'Union. Et il s'appelle le CRM, c'est le mécanisme de rémunération de la capacité. Et c'est un mécanisme sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois lorsque j'étais dans la commission énergie. Maintenant je ne suis plus, mais je suis avantageusement remplacé dans cette commission par la ministre sortante, qui est Marie-Christine Marguem. Alors, c'est quoi le CRM? C'est une forme d'assurance, en fait. L'État va payer à l'avance des fournisseurs qui s'engagent à fournir de l'énergie sur le circuit belge en cas de manquement, en cas de demande. Et en contrepartie, si ce n'est pas rentable pour eux, l'État belge les subsidie, leur donne un subside. C'est donc en fait du win-win en réalité, puisque les investisseurs, d'une part, peuvent engager des investissements sans crainte, hein, parce que c'est des investissements colossaux, et l'État sécurise l'approvisionnement pour éviter ce qu'on appelle un fameux blackout. Alors, qui sont les fournisseurs? Ce système étant dit neutre technologiquement, ça concerne en fait tous les fournisseurs d'électricité, que ce soit l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la gestion de la demande, et j'en passe. Et jusque l'an dernier, une question restait en fait en suspens, c'est comment financer ce mécanisme, où trouver l'argent nécessaire pour le financer. Et en réalité, en tant que député, j'ai joué un rôle dans la mise en place du CRM en signant un texte demandant au gouvernement que l'on se base sur, alors c'est technique, mais c'est une obligation de service public dans les tarifs d'Elia. Donc c'est Elia qui va gérer cela parce qu'elle a l'habitude de le gérer sur la facture du consommateur. Ce texte a été approuvé. Seul le PTB a voté contre et le Belang s'est abstenu, mais tout le monde l'a approuvé. Et il y avait urgence puisqu'en fait ce mécanisme doit être approuvé par la Commission européenne. Il y a une analyse qui est faite en ce moment même avant de pouvoir entamer la construction des centrales au gaz qui vont suppléer le manque d'électricité si l'on quitte le nucléaire. Donc voilà, ça c'est la manière de le financer. Ceci dit, comme je l'ai dit, à titre personnel, je ne suis pas dans le dogmatisme, d'autant, comme je l'ai dit, que le nucléaire est une solution actuelle pour réduire notre bilan carbone. Le CRM permettra à la Belgique, en fait, d'assurer son approvisionnement, quel que soit le scénario, que l'on sorte totalement ou partiellement du nucléaire ou pas. Allez, on le coupe. Voilà, Michel. 2 personnes qui ne sont pas d'accord du tout et qui ne t'ont pas trouvé convaincant. Donc ça, c'est 22% des gens, mais 78% t'ont trouvé bleu. Donc d'accord et convaincant. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir finalement pourquoi ces personnes ne sont pas d'accord. Parce que ça, eh bien, on peut les interroger. Allez, est-ce qu'ils sont là? Dévoilez-vous et dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce mécanisme de rémunération de la capacité. Est-ce que... Alors, je vois plein de... J'allume mon micro, alors. Il y a Michel sur l'écran, Francis, Philippe, Björn, Amélie... Voilà, Mathieu, tu as voté contre. Tu peux en dire plus à Michel? C'est-à-dire que j'ai voté contre parce qu'en fait, bon, comme on est en Belgique, on n'est jamais les seuls à gouverner. C'est ça le problème. Il y aura toujours des gens pour, et enfin, il y aura toujours des problèmes qui viendront se rajouter, enfin, qui viendront se rajouter. C'est une grosse lasagne assez indigeste politiquement parlant, la Belgique, ce qui fait que c'est des très bonnes intentions, mais je ne sais pas si dans les faits, ce sera faisable, en fait.
Alors Mathieu, en réalité, peut-être que je me suis mal exprimé, et alors je m'en excuse bien entendu, mais en réalité, ce ne sont pas des intentions, ce sont des faits. Donc la loi CRM a été votée sous le gouvernement de Charles Michel, et en fait, les arrêtés royaux de financement de cette loi par obligation de service de l'État, d'Elia, pardon, ont été votés également en juillet dernier. Donc ce sont des faits, et donc là, le gouvernement a pris une option sur la manière de financer le CRM. Le CRM, on en a besoin, quoi qu'il arrive, que l'on sorte du nucléaire ou que l'on ne sorte pas du nucléaire. Si l'on sort du nucléaire, on aura besoin de plus de CRM pour compenser le manque d'électricité. Si on garde par exemple 2 réacteurs nucléaires, on aura besoin de moins de CRM. Mais en tout état de cause, il fallait voter cette loi CRM tout simplement pour éviter un blackout et avoir la possibilité d'avoir assez d'électricité sur le marché. Donc ce ne sont pas des intentions à ce stade-ci, ce sont des faits. Les lois ont été votées et maintenant le travail législatif continue parce que c'est un dossier extrêmement technique. Mais sommes-nous sûrs? Ouais, Mathieu, on va, parce qu'on doit quand même tenir en 45 minutes, donc on va laisser la parole à la deuxième personne qui n'était pas d'accord, qu'elle se dévoile. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'était moi, c'est Édouard ici. Oui, la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, et je pense que ce n'est pas convaincant, c'est parce que vous avez dit avant que vous pensiez que c'était en fait une mauvaise idée de sortir du nucléaire, parce que ça allait engendrer des coûts, enfin très vraisemblablement engendrer des coûts à la consommation bien plus grands. Et ici, en fait, ce mécanisme CRM, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte à une solution, une mauvaise solution, puisqu'on va construire des centrales au gaz, qui vont émettre du CO2, puisque c'est évidemment des énergies fossiles. Et en plus, on va augmenter le coût de l'énergie. Donc, ce n'est pas cohérent comme approche. Alors, je vais rectifier de nouveau, Édouard. Je n'ai pas dit que j'étais pour la sortie du nucléaire, à aucun moment. J'ai dit que si on me permettait de sortir du nucléaire en gardant une sécurité d'approvisionnement, un prix pour les ménages qui était abordable, et en plus qu'on faisait un geste pour l'environnement, en évitant des rejets carbone trop importants que la sortie du nucléaire va engendrer, alors je serais d'accord. C'est ça que j'ai dit. Donc, en gros, si vous voulez, au stade actuel, oui, je dois vous dire que je ne suis pas pour la sortie complète du nucléaire. Je pense que quand on écoute les spécialistes, notamment le professeur Damien Ernst, il faudrait a priori pouvoir garder 2 réacteurs de capacité pour pouvoir sortir des autres capacités nucléaires. Donc j'espère que je me suis... Oui, vraisemblablement, oui. Allez, on a la question suivante maintenant. De nouveau, n'oubliez pas de voter. Donc, Michel, qui paye la facture? Ben, ça, c'est tout le problème, hein. C'est le nerf de la guerre, l'argent comme toujours. Ben, le mécanisme de rémunération de capacité qui est censé en fait permettre cette sortie du nucléaire, comme je vous l'expliquais, vers le renouvelable, sera financé par les consommateurs, hein. Donc là, il faut arrêter d'être hypocrite dans ce grand jeu. C'est toujours le consommateur au final qui paye. Je reviens à l'accord du gouvernement sur lequel se base la Vivaldi. Il parle explicitement de ces factures et cet accord nous dit, pour être concret, que le gouvernement s'engage à soumettre le prix à un contrôle continu. En outre, une norme énergétique sera introduite pour les citoyens comme pour les entreprises. Bref, le fédéral compensera en cas d'envolée des prix. Alors, je vous avoue que moi, je suis inquiet sur 2 points. Le premier, c'est que j'ai entendu Tine Van der Straat, encore la ministre écolo de l'énergie aujourd'hui, sur la RTBF ce matin. En ce qui concerne ce fameux contrôle continu des prix, ben, il s'agit d'un mécanisme qui prévoit au-delà de certains montants, en fait, que le budget de l'État prenne en charge une partie de la facture des entreprises. Mais le budget de l'État, c'est qui? En réalité, le budget de l'État, c'est vous et moi, c'est le citoyen. Ce sont les impôts qu'il paye. Ça, c'est la première chose qui me fait tiquer. Introduire un tel mécanisme pour les citoyens, ça reviendrait à dire en fait que les citoyens prendront en charge une partie de la facture d'autres citoyens, tout simplement. Il y a une forme donc d'hypocrisie et de flou. Heureusement, je le précise, nous avons à la Chambre des représentants l'ancienne ministre de l'Énergie, Marie-Christine Mariem, chez les libéraux, qui connaît extrêmement bien le dossier et qui sera vigilante pour challenger les décisions prises par l'actuel ministre. Alors, il faut être honnête, la sortie du nucléaire, en fait, c'est un choix philosophique, un choix politique, c'est un choix qui doit évidemment être calibré, pesé, et qu'il faudra assumer. En clair, il coûtera de l'argent, beaucoup d'argent, je pense, à mon avis. Un chiffre que je peux vous donner en revanche, et qui démontre, s'il faut encore le démontrer, que tout ça doit être bien calculé, c'est que le coût d'un blackout, donc le fait qu'on n'ait plus de possibilité d'avoir de l'électricité à un moment donné dans le pays, le coût d'un blackout, par exemple, un soir d'hiver, lorsque l'industrie produit beaucoup, eh bien, ça coûte 120 millions d'euros rien que pour la première heure. Et puis alors, ça continue ensuite. Donc, c'est énorme. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un blackout. Donc, je pense que c'est à ce stade-ci extrêmement dangereux de sortir du nucléaire, en effet, et que la facture, soyons honnêtes, arrêtons de tourner autour du pot, c'est toujours le citoyen qui la paye, même si c'est le budget de l'État qui compense, ça sera évidemment payé par les impôts du citoyen.
Il est toujours un peu au-dessus. Mais bon, on pourra juger après. Désolé, on j'ai pourra pas de juger un peu chronomètre en après. fait, donc je ne sais pas combien de temps je parle. Deux personnes qui n'étaient, qui te trouvent pas convaincant et qui ne sont pas d'accord. Le reste du public est convaincu et d'accord. Est-ce que c'est Mathieu et Jean et Édouard de nouveau? Je vous écoute dire pourquoi Ah il oui, n'est pas alors, d'accord. moi, Intéressant. en fait, je ne savais pas trop comment voter à cette question-là. J'ai voté pas d'accord parce que, en fait, sur un point, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur l'idée que vous donnez que on a encore le choix en fait de sortir ou de ne pas sortir du nucléaire. En fait, de ce que j'ai compris, Engie a déjà fait le choix et il n'y aura pas de retour en arrière. Ils vont démanteler, ils vont commencer le démantèlement. Donc, il n'y a pas réellement de choix si oui ou non on va regarder les prix ou on va regarder si ça sera cher ou pas cher. En réalité, je pense que le processus CRM va s'enclencher malheureusement et qu'on va devoir en payer le prix. Voilà, je voulais vous entendre Alors, sur ce Édouard, point. pour deux choses. Le processus CRM doit s'enclencher. En réalité, ça ne concerne pas que les centrales au gaz. J'ai dit, c'est neutre technologiquement, donc il doit s'enclencher, que l'on sorte ou pas du nucléaire pour avoir suffisamment de capacité. Là, on n'a pas le choix en réalité. Et pour ce qui est d'Engie, c'est vrai qu'Engie a fait une grosse communication, mais Engie, c'est aussi un lobby, évidemment, sur le fait qu'il se désengageait du nucléaire. Mais en réalité, la décision finale sera prise au mois de novembre. C'est à ce moment-là que le gouvernement va faire un monitoring, un état des lieux de la situation et décider in fine si, comme il est prévu dans l'accord de gouvernement, on sort ou si c'est trop dangereux de sortir et que l'on prolonge alors un, deux réacteurs nucléaires. Ça, c'est la réalité du moment en réalité. Et donc, il y a toujours possibilité de faire marche arrière. Chacun est dans son rôle, chacun est dans son rôle de lobbying, bien entendu. Mais au mois de novembre, évidemment, si on décide de prolonger le réacteur, ce sera tout à fait possible. Ne donne pas trop de réponses sur la date de sortie du nucléaire parce qu'il y a une question dessus tantôt. Ah, pardon, je l'ai déjà dit, je l'ai dit. Je Désolé. pense que oui, mais donc ceux qui l'ont retenu auront un avantage tout à l'heure. Alors, question suivante, Michel. Le nucléaire, c'est une énergie durable ou pas? Ah, eh bien, écoutez, ça c'est toute la question évidemment. En tant que telle, la production d'électricité ne pollue pas quand elle se fait par le nucléaire. C'est la fumée que vous voyez, c'est de la vapeur d'eau en réalité qui se dégage de la centrale. Le problème qui existe, outre la sécurité, c'est celui en fait de la gestion des déchets. On sait que les déchets nucléaires durent de très nombreuses années. Alors sur la sécurité, actuellement dans notre pays, on est confronté à des fissures. Je vous l'ai dit, c'est les deux premiers centrales à fissures qui seront démantelées. Donc ça, c'est pas tellement un problème. Et en plus, la FCN, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, estime qu'elle n'a pas dû faire arrêter ses réacteurs malgré les fissures. Donc voilà, Engie a investi 1 milliard d'euros, si ma mémoire est bonne, pour les deux dernières centrales. Alors, sur les déchets, donc, avec l'événement du nucléaire de ce qu'on appelle de la 4e génération, qui brûle ses propres déchets en réalité, ou des projets comme Mira, qui peut brûler tous les déchets du monde, on avance. C'est évident que le nucléaire devient de plus en plus compétitif. Donc, est-ce que c'est une énergie durable? Même l'Europe se pose la question en réalité pour le moment. Même il y a un débat au sein de l'Union européenne pour se le demander. Il y a quelques jours à peine, on a appris qu'un groupe d'experts de la Commission européenne estimait que le nucléaire devrait être inclus dans une liste d'investissements durables, donc respectueux du climat, et que l'Union européenne est en train d'établir. Donc, c'est tout l'enjeu. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est pas durable? Ce qui est sûr, c'est que le nucléaire actuellement est bon dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'il n'y a pas de rejet carbone, contrairement, et Édouard avait raison de le dire tout à l'heure, aux centrales au gaz, le cas échéant. Vous savez, en Allemagne, ils ont arrêté d'un coup le nucléaire sous la pression des écologistes. Mais aujourd'hui, ils consomment du nucléaire qui est produit par le charbon, qui est évidemment énormément polluante. Donc, c'est un non-sens pur et simple. Vous devez en plus savoir que le marché du nucléaire, le marché de l'électricité, pardon, est complètement interconnecté et que c'est pas parce qu'on arrête le nucléaire en Belgique qu'on ne va pas consommer de l'électricité qui est produite par le nucléaire dans d'autres pays. Donc, là, il y a à boire et à manger et je pense qu'en réalité, le nucléaire, en tout cas pour la lutte contre le réchauffement climatique, est une bonne solution aujourd'hui. Visiblement, ici, Michel, il n'y aura pas de questions après parce que tout le monde est d'accord. Ah, Donc, tant mieux. ici, il y a une personne qui est d'accord et qui t'a trouvé moins convaincant, et 10 personnes, mais effectivement, qui ont été d'accord et qui te trouvaient convaincant. D'accord. Bon. Rien à dire. Question suivante. Penses-tu que tes petits filous connaîtront encore le nucléaire? Donc, c'est les petits filous. Les petits filous, c'est les petits filles, c'est les petites filles, les petits enfants.
Je suis persuadé que oui, et j'espère d'ailleurs que mes petits-enfants connaîtront encore le nucléaire, tout simplement parce que le nucléaire a de bons côtés dont on ne parle jamais dans les médias, mais par exemple, le nucléaire médical est fondamental, bien entendu, pour traiter les maladies de type cancer, avec les radioisotopes. Donc ça, je pense que ça existera toujours, et je l'espère en tout cas. J'avais visité en son temps, en tant que journaliste, l'Institut des radioéléments de Fleurus, où on crée ces radioisotopes, et le nucléaire est utilisé aussi dans l'industrie alimentaire, figurez-vous, pour la conservation des aliments. Donc le nucléaire a toute une série d'applications qui sont importantes dans notre quotidien, et il faut bien entendu les préserver. Donc oui, ils connaîtront le nucléaire. Est-ce qu'ils connaîtront le nucléaire qui vise à produire de l'électricité? Ça, c'est un autre débat, ça dépendra des choix politiques qui seront faits, bien entendu. Mais je peux vous dire que moi, je suis très impressionné. D'ailleurs, vous pouvez en parler au professeur Damien Ernst, qui l'explique bien mieux que moi. Mais les Chinois annoncent la création de centrales nucléaires de seconde génération à Hualong, avec un prix, en fait, au kilowattheure qui défie toute concurrence, en réalité. Et ce réacteur sera construit en 4 ans. Donc, avec ce prix-là, hyper compétitif, c'est une évidence que le nucléaire va refaire une immense croissance. On arrive à ce moment-là très clairement dans une toute nouvelle ère du nucléaire, et il faut aussi en tenir compte, d'autant, comme je le disais, que le nucléaire permet d'aboutir à nos objectifs climatiques. Vous connaissez nos objectifs climatiques en rejet d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Il faut les réduire de 50% d'ici 2030, c'est pas rien. Et donc, je trouve que et atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, je pense vraiment que le nucléaire aura encore un rôle à jouer à l'avenir, si pas en Belgique, ailleurs. Et ce serait peut-être dommage de se déforcer, d'être moins compétitif sur les marchés, alors que l'Asie, elle, l'utilise. Et que le GIEC, je le rappelle, le groupe d'experts sur le climat, recommande aujourd'hui de se servir du nucléaire, qui n'est pas une énergie polluante en termes de carbone. Donc voilà, je pense en effet que le nucléaire a encore en fait une vie derrière elle aujourd'hui. Avec le micro désactivé, avec le micro activé, c'est mieux. Donc, effectivement, mon micro Michel, est désactivé. donc, est-ce que tu m'entends? Est-ce que j'ai entendu Xavier dire avec le micro désactivé? Est-ce que mon micro était Non, désactivé? non, le mien était désactivé. Pardon. Donc vous m'avez entendu. D'accord. Okay. On t'a bien entendu, puisque les gens t'ont trouvé convaincant, et ils sont globalement d'accord. Et donc, de nouveau, une personne qui est d'accord, mais qui ne te trouve pas convaincant. D'accord. Est-ce qu'on avait encore une question? Est-ce qu'on peut donner la parole à cette personne? On peut donner la parole à cette personne. Liberté de pensée, d'expression est fondamentale chez nous, donc je pense que... C'est moi. C'est Mathieu? Oui. Ah, et pourquoi n'es-tu pas convaincu, Mathieu? Mais parce que je me dis que les médias en font des tonnes avec le nucléaire, justement, et que la pression sera tellement forte. Enfin, je l'espère évidemment pas. J'espère que globalement, tu as raison. J'espère te donner raison. Mais il y aura tellement du matraquage médiatique et tout ce qui s'ensuit que j'ai du mal à me projeter. Oui, je comprends. Alors, c'est vrai que, moi, j'ai travaillé 25 ans dans les médias, Mathieu, et on peut dire raisonnablement, sans aucune polémique, puisqu'en réalité, c'est des sondages de la Fédération des journalistes qui le montrent, c'est que les médias sont en effet orientés à gauche. 60% des journalistes votent à gauche, que ce soit à gauche, PS ou écolo, peu importe. Donc, ça, c'est un fait. Et c'est vrai que le mainstream médiatique est souvent porté, donc, sur la gauche. Là, je peux te donner tout à fait raison. Maintenant, c'est pas les médias qui font la politique, ce sont les politiciens qui font la politique et les choix politiques. Et donc, il faudra un accord. Et donc, s'il y a un risque de blackout, jamais le mouvement réformateur dira au sein du gouvernement Vivaldi, OK, quittons le nucléaire. On est des pragmatiques, on est responsables, on l'a toujours été, on le sera toujours. Et donc, je pense que je peux te rassurer à ce niveau-là. Nous ne sortirons pas coûte que coûte du nucléaire, nous sortirons du nucléaire si c'est faisable, payable. OK, merci. Alors, maintenant, on va passer... Vous allez pouvoir poser des questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat, mais ici, vous allez avoir 3 questions qu'on va vous poser à vous sur le nucléaire. Michel peut évidemment les commenter. Et dès que, donc de nouveau, même principe que tout à l'heure, celui qui répond le plus vite... Je ne les vois pas encore sur mon écran, mais j'imagine qu'elles vont arriver. Et le mieux pourra effectivement poser une question à Michel. Ici, c'est sur le nucléaire. Les questions, ce n'est plus des questions de vie privée. Attention, c'est parti. Combien y a-t-il de centrales nucléaires en Belgique? 2, 3, 5 ou alors 169? Je ne sais pas, c'est pas 168 plutôt? C'est une plaisanterie, c'est une blague.
C'est pas... On ne s'est pas trompé surtout. Hein. Alors, ben voilà. Il y a quand même des différences de réponses, là. Je suis étonné. Heureusement, la majorité a donné la bonne réponse, bien entendu. C'est 2 centrales et 7 réacteurs, en réalité. 2 centrales à Doul et à Tihange. Donc voilà, 5 personnes ont donné la bonne réponse, 4 ont donné la réponse 3. Non, c'est 2 centrales en Belgique. Voilà, et donc Michel vous a déjà donné la réponse de la question suivante. Ah, je suis désolé. Celui qui rate maintenant n'a pas été attentif. Ah ben oui, ok, d'accord. Je suis désolé. Voilà, j'ai donné un coup de pouce à certains, mais à mon avis, vous le savez. Hein. Il y a de nouveau le 169 qui me fait sourire. Ça, c'est drôle. On se croirait en Chine. Mais bon, je reste persuadé que là, tout le monde aura la bonne réponse. Sauf si quelqu'un est en train de regarder son profil Facebook. Il y en a quand même... il y en a 2 qui regardaient leur profil Facebook et qui n'étaient pas attentifs à ce qu'on disait. Et en train de manger. Mais bon, l'ultra majorité, 11 personnes à la bonne réponse, c'est bien entendu 2. Et donc Jean-Marc, 7 réacteurs. Jean-Marc est en tête et on a vu dans le chat que Jean-Marc avait déjà une question, si je ne me trompe pas. Donc c'est parti pour la dernière question. Ah donc, et Jean-Marc a une question. Ah oui, non, c'est une autre. D'accord, je comprends. Je pensais qu'il allait me poser une question indiscrète. Alors, quelle est la date prévue de la sortie du nucléaire en Belgique? 2023, 2025, 2027 ou alors le traditionnel 169, mais 2169? Ouais, là, je crois avoir donné la réponse pendant notre échange à plusieurs reprises, il me semble. Mais je ne vais plus la redonner ici. Mais donc, selon l'actuel accord du gouvernement, la date est, 3 petits points. Voilà, alors il y a quelqu'un qui fait de l'humour et qui a quand même coché sur la case 2169. Mais évidemment, c'est évident que c'est 2025, la date prévue, je dis bien prévue de sortie du nucléaire, mais il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là, croyez-moi. Le podium. Alors, en numéro 3, on a Adrien. En numéro 2, nous avons Jean-Marc, qui n'a pas réussi. Qui est le numéro 1, qui peut poser une question à Michel sur le nucléaire? C'est Geoffroy. Que Geoffroy se lève et... Et qui est Geoffroy? Mais c'est Geoffroy Commence de Brachen. Salut Geoffroy. Tu es parmi nous, je ne t'avais pas vu, bienvenue. Surtout sur ce sujet qui me tient très à cœur. Oui. Merci de nous éclairer. Mais il y a une vraie inquiétude de ma part sur le fait que, et un autre intervenant l'a dit très bien tout à l'heure, eh bien, j'ai l'impression qu'on est dans une situation inéluctable, où, en tout cas, Engie annonce que, quoi qu'il en soit, il quittera le nucléaire. Est-ce que tu penses sincèrement qu'il est encore possible de faire un pas en retraite, ne fût-ce que pour garder peut-être 2, voire 3 réacteurs nucléaires les plus récents? Alors, est-ce que tu crois sincèrement que c'est une possibilité ou que la marche est lancée et que c'est déjà trop tard? Alors, dans les scénarios de sortie, il y a ce scénario bis qui serait qu'on aurait des problèmes d'approvisionnement et qu'il faudrait garder 2 réacteurs nucléaires, donc l'équivalent de 2 gigawatts. Et je pense que c'est toujours possible, malgré les grandes déclarations des uns et des autres. Ce sont des marchés qui coûtent cher, bien entendu, qui valent beaucoup d'argent. Chacun est dans son rôle, comme je le disais, mais c'est une évidence qu'on ne pourra pas, en tout cas, sortir complètement du nucléaire s'il y a le moindre risque d'approvisionnement ou des risques de répercuter une facture complètement impayable aux consommateurs ou aux entreprises. Donc voilà, mais en réalité, la réponse, on l'aura au mois de novembre. C'est la date butoir qui est prévue dans l'accord de gouvernement Vivaldi pour faire ce monitoring à ce moment-là et décider, in fine, ce qu'on fait ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on sort complètement du nucléaire ou est-ce qu'on sort partiellement du nucléaire en gardant une réserve de 2 réacteurs nucléaires, donc de 2 gigawatts? C'est au mois de novembre qu'on aura la réponse. Satisfait, Geoffroy? Oui, parfait, mais je suis toujours satisfait des réponses de notre ami. Tout à fait. Merci, Michel. Merci à toi, Geoffroy. Alors, on va recontinuer sur Kahoot avec 3 nouvelles questions pour vous sur le nucléaire. Alors ça, c'est toujours le quiz, si je comprends bien, il y a 3 nouvelles questions. Quand a été mis en service le premier réacteur en Belgique?
érotique? 1971, 1973, 1975 ou 1977? Michel, est-ce que tu peux nous rappeler ton année de naissance pour ceux qui ont bien Donc, suivi? mon année de naissance, comme je vous le disais, c'était 1969, année érotique, ce qui n'a rien à voir avec le nucléaire, si ce n'est la chaleur que ça peut dégager. Et je crois avoir donné la réponse à cette question tout à l'heure. Donc, on verra si vous avez été attentif, parce que je suis même sûr d'avoir donné la réponse à cette question. Attentif, Ben, parce en tout cas, il y a une personne qui l'a entendu, la réponse, ou qui le savait, parce que, c'est tout simplement. Et cette personne, c'est Madiba. Eh ben, bien vu, Madiba, c'est de 1975, 6 ans après ma naissance. Et je ne suis pour rien dans l'avènement du nucléaire en Belgique. Alors ça, on en parle beaucoup pour l'instant. Donc, de quand date la catastrophe de Tchernobyl? 83, 84, 85 ou 86? On l'a évoqué aussi, hein, mais je ne suis pas sûr qu'on a donné la date, mais ouais, tout le monde s'en souvient, je pense. Hein. Ceux qui sont nés en 90, peut-être. Évidemment, oui, il y a quand même 84, 85, 86, là, c'est quand même fort proche, donc on peut se tromper. Ouais, la plupart des gens ne se sont pas trompés, je pense. Hein. Voilà, 1986, avril 1986. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et donc, Madiba reste en tête. Alors, c'est étonnant, je ne sais pas si vous avez vu ces émissions de télévision qui montrent, ces grands reportages qui montrent ce qu'est devenu la zone décontaminée, on va appeler ça comme ça, de Tchernobyl, mais la nature a repris le dessus de manière assez spectaculaire, en réalité. C'est assez impressionnant. Voilà, c'est une incise. Mais... Et alors, la dernière question, pour vous, quel est le pourcentage d'énergie nucléaire dans le mix énergétique belge? Je crois que je l'ai dit aussi. 27, 48, 62 ou 67? Allez, fiez-vous à votre couleur politique. C'est pour tester s'ils ont été attentifs. Je vous ai dit, le ciel est bleu, c'est une bonne couleur politique, fiez-vous à elle. En principe, vous ne devriez pas vous tromper. Voilà. Ah, il y a quand même 5 personnes qui ne s'y sont pas fiées, mais c'est évidemment la réponse bleue, donc 48% de l'électricité produite actuellement en Belgique est d'origine nucléaire. Il y a 3 écolos et 2 CDH. C'est un peu ça. Alors, qui est resté en tête? En 3e position, on a Adrien. Avec Steve en 2e position. Et qui est Steve? C'est Steve de Tri qui est là avec nous, peut-être? C'est Madiba. Je ne sais Madiba. Pas si bonjour, c'est moi Jean-Jacques. En fait, Madiba, c'est mon pseudo depuis toujours en référence à Nelson Mandela que j'ai connu. D'accord, ok Jean-Jacques. Ok, parfait. Eh bien, chapeau. Merci Michel, c'est très intéressant tout cet échange qu'on a à ton sujet, au sujet du nucléaire. J'ai une question, mais qui se rapporte plutôt par rapport à l'approche de MR par rapport à ce problème. Et je trouve que nous ne sommes pas assez clairs par rapport à la population et au public. C'est-à-dire, nous ne sommes par rapport à notre position par rapport au nucléaire. Et je trouve que parfois, les messages sont un peu dissonants entre certaines personnalités politiques chez nous. Et j'aurais souhaité plutôt un plus gros consensus et un message beaucoup plus clair et transparent par rapport à la population sur ce sujet-là. Oui, je peux sur d'autres sujets. Hein. Et donc, voilà, ma question, c'est la suivante. Est-ce que vraiment en interne, il y a des dissensions importantes sur le sujet? Ou bien alors, est-ce que tu me confirmes qu'il y a vraiment un consensus sur le nucléaire en tant que tel? Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que notre message n'est pas beaucoup plus transparent et clair? Je ne vais pas parler évidemment à la place du président de parti, hein. C'est plus son rôle d'établir la position du mouvement réformateur en tant qu'entité, mais je pense quand même dans nombreuses discussions que j'ai en conseil du MR ou avec les autres élus que notre consensus est en tout cas pragmatique, c'est-à-dire que l'accord de gouvernement Vivaldi prévoit qu'on sorte du nucléaire en 2025. Au mois de novembre prochain, il y a un monitoring qui décide si on sort vraiment complètement ou partiellement.
Et c'est en novembre, en fait, qu'on pourra vraiment challenger cette décision. Mais il faut être pragmatique. Le MR s'opposera, comme je l'ai dit, à sortir complètement du nucléaire si la facture pour les ménages est complètement impayable et pour les entreprises aussi, parce que c'est fondamental, malgré les propos rassurants de ce matin de Tine van der Straten. Et je le disais, moi, ce qui me pose un problème à titre personnel, c'est mon combat contre le réchauffement climatique et donc sur les rejets de carbone et de CO2 dans l'atmosphère. Le nucléaire est une bonne solution. Le GIEC l'a dit à plusieurs reprises, l'énergie nucléaire est une bonne solution dans ce combat qui est ultra urgent. Et donc, ça doit se challenger, mais je pense en tout cas que le MR sera pragmatique dans ce dossier, comme il l'a toujours été. Après, la position officielle du mouvement réformateur, c'est au président de la donner. Oui, mais donc on n'a pas le message qu'on soutient le nucléaire parce qu'on adopte le consensus du gouvernement, l'accord de gouvernement en fait. Voilà, non, tout à fait. Voilà, ok. Merci. Avec plaisir. Ben, voilà, Michel va encore pouvoir donner quelques commentaires, mais ici, on va surtout, vous allez donner des commentaires à Michel et à l'organisation de cet événement. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher. Toujours sur le nucléaire ou... Non, c'est vraiment sur l'organisation. Sur l'organisation de cette première. Ok, d'accord. Cette première. Ok. Ben, moi, alors, si je peux déjà me permettre, moi, je vous remercie tous d'avoir été là parce que c'est sympa. On m'a mis devant le bureau là un grand écran avec toutes vos photos, enfin toutes vos vidéos plus exactement. Et donc, cette interaction, je la trouve plutôt sympa puisqu'on est dans une période Covid, comme vous le savez, où on peut pas beaucoup se voir, ce qui est extrêmement pénalisant pour tout un chacun, a fortiori pour ceux qui vivent seuls ou qui n'ont pas forcément les moyens technologiques pour faire ce genre de choses. Et donc, moi, j'étais très heureux de vous voir. Et donc, déjà, cette vertu-là, elle est bien là, c'est d'avoir pu se rencontrer et discuter, se découvrir peut-être un petit peu davantage avec parfois des questions. Et j'admets que vous avez été extrêmement élégant dans vos questions indiscrètes. Et donc voilà, c'était un plaisir pour moi en tout cas. Et je trouve que le format était original, à savoir mêler un sujet sérieux, profondément sérieux, avec des anecdotes, parce que souvent c'est un petit peu rébarbatif, hein, les discussions politiques. Et donc voilà, chapeau aux organisateurs d'avoir pu, à mes yeux en tout cas, proposer un tel format. Allez, on va voir s'ils pensent la même chose. Bravo Amélie, dit Adèle, sur mon écran. De nouveau, vous allez être invité à voter. Et donc là, j'imagine que c'est bravo Amélie Pense, de la section de Woluwe Saint-Lambert, du MR, qui est hyper proactive, il faut bien le dire. Elle bosse beaucoup avec Steve Detry et toute son équipe. C'est parti. Alors, pouce levé. On vous propose de continuer la relation avec Michel. Donc, est-ce que, éventuellement, comme jardinier, je veux l'épouser, pourquoi pas boire un verre ou alors un resto par jour? Je crains le pire. Ceci dit, je le dis tout de suite, j'adore jardiner. Donc, je ferai ça du mieux que je peux si c'est ça votre choix. Pour ce qui est de je veux l'épouser, il faudra l'accord de mon épouse. Ça sera plus complexe. Boire un verre, j'adore ça. Donc, c'est toujours possible, évidemment. Un resto par jour en forme toujours. Alors, je dois faire attention à ma ligne quand même pour rester en forme. Mais c'est vrai que j'adore aller au restaurant aussi. Et Dieu sait s'ils en ont besoin. On les soutient. Il y a quand même une personne qui veut t'épouser. Alors, du coup, je veux savoir qui. Qui veut épouser Michel? Est-ce que c'est Mathieu? Non, désolé. Non, je plaisantais, Mathieu. Je sais. C'est pour ça que je t'ai répondu. Je ne vois pas qui veut m'épouser. C'est Amélie qui veut t'épouser. Oh, Amélie, c'est toi qui veux? Non, elle dit non. Ben, moi, je vais épouser Micheline. Tiens, voilà, j'ai déjà rencontré Micheline en vrai. Elle est super, elle a une énergie incroyable. C'est une de nos plus anciennes militantes du mouvement réformateur à Bruxelles. Et je trouve que cette personne est formidable. Donc voilà, mais ne le dites à personne, parce que si ma femme l'apprend, ça sera complexe. On diffuse le tout sur Facebook après. Ah, d'accord. Bon, mais tout le monde le sera alors, Micheline. Mais voilà, je ne sais pas si tu accepteras. Alors, question suivante. Aujourd'hui, pas sur la photo, comment avez-vous trouvé la tenue de Michel? Alors, on lui aurait donné une pièce. En vidéo, j'espérais voir son caleçon. Donc là, on a un célèbre néerlandophone qui l'a fait. Ou heureusement qu'il a une femme, ou alors un vrai mannequin. Michel, tu peux te lever quand même pour montrer que tu as bien un pantalon. Ah, vous voulez que je me lève et que je vous montre mon pantalon? Bon, je suis pas en complet costume. J'ai un jeans aujourd'hui, voilà, vous le voyez, et une veste bleue parce que c'est
la couleur que je préfère. Et une chemise blanche, c'est une tenue que je mets extrêmement souvent, en réalité. 44% des gens qui espéraient voir ton caleçon. Vraiment. Et autant de et 22% qui se disent que heureusement que tu as cette épouse qui t'a aidé. Bon, et il y en a quand même qui me donnent une pièce aussi. Hein. Donc, écoutez, je ferai de mon mieux la prochaine fois pour peut-être essayer de m'habiller autrement. Mais ça sera toujours dans une gamme de bleu, je pense. La question suivante. Dans 10 ans, vous voyez Michel comme candidat malchanceux à Durbuy. Ou alors il est toujours député. C'est beau, il est Durbuy. devenu ministre de l'énergie. Il vous a tellement convaincu qu'il est ministre de l'énergie. Ou alors, pour suivre un autre libéral, il est président de la Commission européenne. Vraiment. Alors, je fais une rectification, Xavier, parce que tu as dit président de la Commission européenne. Non, Charles Michel est président du Conseil européen. Il ne faut pas mélanger. C'est Ursula von der Leyen qui est présidente de la Commission européenne et Charles Michel est président du Conseil. Hein. Donc, en quelque sorte, c'est le Premier ministre, si je peux dire. Ursula pour la Commission et Charles est le président. Ce qui est pas mal, c'est que tu as quand même l'air d'avoir convaincu, puisque il n'y a personne qui te voit candidat malchanceux à Durbuy. Moi, je dirais que les candidats sont chanceux à Durbuy, parce que Durbuy, d'abord, c'est un endroit magnifique. C'est super beau. J'ai encore passé un week-end récemment pas loin, dans la vallée de la Lesse. Et puis, voilà, ça n'aurait pas été malchanceux d'être candidat à Durbuy. Et là, c'est quoi la réponse finale? C'est ministre de l'énergie. Mon Dieu! En tout cas, je vous promets que quoi que je fasse, j'aurai toujours de l'énergie, la même énergie, ça c'est sûr. Quant à devenir ministre de l'énergie, c'est une autre histoire. C'est vraiment, un portefeuille extrêmement difficile. Hein. C'est une matière extrêmement complexe. A fortiori aujourd'hui, on l'a compris. Et donc, je souhaite bonne chance parce qu'il faut être fair-play à la ministre Van der Straten, mais je pense qu'on a eu la chance d'avoir, malgré que parfois il y a eu beaucoup de colibets de l'opposition, une vraie ministre de l'énergie qui a développé, donc je parle bien sûr de Marie-Christine Mariem, qui a développé l'éolien offshore pour nous amener à la 3e place mondiale. Elle a fait un magnifique travail et elle continue à faire un magnifique travail en tant que députée de la Commission énergie. Moi, j'ai dû me mettre en retrait de la Commission énergie pendant un temps puisque je suis vraiment beaucoup occupé par la Commission spéciale Covid, qui analyse un petit peu la gestion de la crise. Et Dieu sait si ça nous prend des heures et des heures. Mais je suis bien sûr toujours aussi attentivement cette matière qui, malgré tout, elle est un peu rébarbative, elle est très technique, mais elle est passionnante et elle nous concerne tous. Donc voilà. Malchanceux à Durbuy n'était pas que tu n'étais pas chanceux d'être à Durbuy, mais que tu perdais les élections à Durbuy. Ah, d'accord, je comprends mieux. Oui. J'espère qu'on les gagnera. Hein. Il faut quand même qu'on inverse la tendance un peu partout là maintenant. Alors, le caractère de Michel. Alors ici, il ressemble le plus à Annie Cordy, Benoît Poelvoort, Jacques Brel ou Eden Hazard. Ah là là, ça c'est drôle. Alors, dans ma précédente carrière, je peux déjà dire que j'ai reçu trois des personnes que vous citez. Et pour ce qui est de Jacques Brel, j'ai pas pu le recevoir, bien entendu, mais je peux vous dire que je suis allé à Ivaoa, sur l'île d'Ivaoa, où il repose, où il est enterré, à côté de la tombe de Gauguin d'ailleurs. Et je me suis rendu là-bas et j'ai longuement discuté avec tous les gens qu'il avait connus dans sa dernière partie de vie aux îles Marquises, en Polynésie française. Donc voilà. Et sinon, Annie Cordy, Benoît Poelvoort, Eden Hazard, je les tous les trois reçus en invité du journal ou du face-à-face. Donc, c'était des bons souvenirs à chaque fois. Alors, à qui je ressemble le plus? Ah, Benoît Poelvoort, mon Dieu. J'adore Benoît, il est extraordinaire. C'est ton caractère. Il est hyper spontané, il est vrai. Donc, voilà, je prends ça comme un vrai compliment. C'est vrai qu'à Eden Hazard, en termes de caractère, je ne pense pas que je ressemble. Il est assez introverti. Eden est vraiment une belle personne aussi. Moi, je suis très brélien, je dois vous dire. Donc, il y a 3 personnes, je pense, qui ont dit Jacques Brel. Voilà, je suis très brélien. Et d'ailleurs, la fille de Jacques Brel, France Brel, a un jour déclaré dans une interview que j'étais un des journalistes belges à l'époque qui connaissait le mieux l'univers de Jacques Brel. C'est vrai que je suis un grand passionné de cet homme-là. Il est généreux. Il ne tourne pas autour du pot. Il a un franc-parler qui lui a valu pas mal d'ennuis au nord du pays à un moment donné, souvenez-vous. Mais c'est aussi une personne qui a une énergie folle, qui a plein de belles idées. Je me souviens qu'à Ivaoa, aux îles Marquises, où il était à la fin de sa vie, il avait un avion qui s'appelait Jojo, qui était baptisé Jojo plus exactement, du nom de son meilleur ami de l'époque, en réalité, qui était décédé. Et il faisait des vols sanitaires entre la petite île de Ivaoa, aux Marquises, vers Tahiti, pour les gens qui étaient malades dans son avion. Et il avait aussi fait un truc génial, il avait installé un cinéma en plein air
pour projeter des films que les Marquisiers n'avaient jamais eu l'occasion de voir. Alors Brel, je pourrais vous en parler longuement, je trouve que c'est un personnage extraordinaire, au-delà de son talent, hein, ça on est tous d'accord, il a un talent, on aime ou on n'aime pas, parce qu'on parfois on n'est pas forcément obligé d'aimer la manière dont il chante, mais donc au-delà de son talent qui est immense, c'était une personne incroyable. Et donc moi je me ressens très fort dans l'identité de Jacques Brel. Il disait une phrase qui est fondamentale à mes yeux en réalité, c'est que ce qui est important dans la vie, c'est non pas sa durée, mais son intensité. Donc il faut, tant qu'on vive, le vivre intensément, à fond, du mieux qu'on peut, être généreux, être altruiste, croire en ses opinions, en ses idées, et puis tant mieux si ça dure, bien entendu, mais le plus fondamental, c'est l'intensité avant la durée. Tu sais chanter Jacques Brel aussi, Michel? Bon, je pourrais, oui, mais franchement, ce serait lui faire offense, donc je ne vais pas le faire. Et la dernière question, on refait ça. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Dans 5 ans, si tu veux, pourquoi pas, mais vous avez quand même encore un peu du travail, avec plaisir, ou alors demain. Alors moi, je vais attendre un petit peu que les personnes répondent. Je vois un chronomètre là qui s'engage. Il reste 10 secondes. Et je vous donnerai ce que moi, j'aurais coché. Voilà. Allez, il reste 2 secondes, je pense. Moi, j'aurais coché avec plaisir, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer virtuellement. C'est un peu le pis-aller pour le moment, mais en tout cas, au moins, ça permet de se revoir, ce qui est déjà pas mal. Et puis, surtout avec plaisir de se revoir en vrai, d'homme à homme, d'homme à femme, et de pouvoir rediscuter de toutes ces thématiques. On va lui demander de conclure dans 2 minutes, mais avant, je propose qu'on fasse un grand applaudissement pour Michel. Mais j'ai pas vu la réponse, c'est normal à la question? Ah, tu peux, vas-y. Tu as dit avec plaisir? Avec plaisir. Donc, oui, 64% des personnes interrogées ont dit avec plaisir. Ben voilà, ça sera un plaisir partagé alors dans ce cas-là. Donc, je répète ma demande. Hein. Tout le monde applaudit très fort, Michel. Moi, je vous applaudis aussi. Lundi, dans le bois 10 cours de Noël dans les arènes françaises. Et maintenant, Michel applaudit très fort tout le monde. Ah, mais moi, je vous ai déjà applaudi, mais je le recommence tous et je vous fais des bisous. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'était très intéressant. Merci. Donc, Michel, Amélie, je vous propose de conclure. Michel, Amélie, je vous propose de conclure. Oui, moi, je vais laisser la parole à Amélie qui a organisé l'événement. Bravo Amélie en tout cas. Et merci de m'avoir invité parce qu'en réalité, c'est plutôt à toi que je dois dire merci et à toute son équipe. Donc merci beaucoup et merci à toi. Et moi, je voudrais juste remercier d'abord tous les participants d'avoir participé et de s'être prêtés au jeu. Je voudrais aussi remercier Xavier Jeunes-Jean, notre voix, qui nous a guidés pendant ce petit moment. Voilà, Xavier, pour votre information, a une société qui s'appelle Au Chef, qui normalement fait beaucoup de catering. Et dans cette période, voilà, il a dû se réinventer. Et donc, une manière de se réinventer, c'est d'organiser des événements, voilà, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, merci vraiment Xavier. Et puis, bien entendu, merci Michel d'avoir été notre premier invité pour ces 45 minutes. C'est vrai qu'on a encore un petit peu de travail, c'est pour essayer de garder les 45 minutes. Donc, on va devoir un peu voir avec les invités de réduire un peu le temps de parole. Mais voilà, c'était très, très sympathique. Merci beaucoup Michel. Et je te laisse quand même un dernier petit mot pour conclure et finaliser. Je vais remercier Xavier. Je disais tout à l'heure que voilà, j'aurais beaucoup de plaisir à vous revoir en vrai, prendre un verre ensemble sur la terrasse d'un café ou pourquoi pas manger un bout dans un restaurant. Comme tu l'as dit Amélie, Xavier fait du catering, de la restauration. Chapeau à lui d'organiser cela sur son temps, parce que Dieu sait s'il y a beaucoup de restaurateurs, j'ai même un beau-frère qui l'est, qui sont un peu dans la mouise en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, on a David Clarinval et toute son équipe qui veille au grain, avec Sophie aussi en tant que ministre au gouvernement pour veiller à ce qu'il y ait des aides et des droits passerelles et des doubles droits passerelles, mais en tout cas, ils vivent des moments extrêmement compliqués et c'est d'autant plus remarquable d'avoir quelqu'un de ce secteur-là qui a organisé cet événement. Bravo Xavier. Je dirais que c'est Au Chef, tu es le chef. Voilà. Bravo à lui. Voilà. Au revoir tout le monde et à très bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Ciao.